Retour sur le plateau et retour avec Koussoum Lolibou et avec son invité. Bonsoir. Marie-Claude Bardin, qui est psychologue, qui est essayiste, qui a écrit aussi des romans, des témoignages, une ancienne retraitée de l'Éducation nationale et qui est bien installée dans l'écriture des nouvelles en français, en créole, voilà, bien installée. Alors, je vais m'amuser à faire ça à chaque fois que je peux. Une ancienne retraitée d'Éducation nationale. Une retraitée. Non, je disais ancienne parce que comme elle s'est remise à écrire. Voilà, une retraitée, c'est vrai qu'elle est toujours retraitée. Voilà. Accessoirement psychologue. Oui. Donc, voilà. Mais quand même, vous y connaissez, hein, vous connaissez quand même votre sujet. Oui, disons c'est mon champ de compétences parce que je travaille avec les enfants. La psychologie, aujourd'hui, c'est la même chose qu'il y a, ça dépend. Il y a 30, 40 ans. La psychologie clinique, c'est la psychologie clinique, c'est-à-dire l'analyse des comportements à partir de la parole, à partir de la gestuelle, et puis avec quelques bases théoriques de la psychanalyse. Mais la psychologie clinique, c'est la psychologie clinique. Mais aujourd'hui, on voit fleurir des coachs, tout et n'importe quoi, sans diplôme. Et ça fout la trouille. Il y a aujourd'hui aussi la psychologie positive. Oui, mais ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est un peu comme le coach de vie, coach de mort, coach de je sais pas quoi. En fin de compte, c'est des dérives, mais n'a pas de base. La psychologie n'en a des bases. Elle a des bases théoriques, freudiennes, Dolto, lacaniennes, un schéma de développement de l'enfant. Ça s'invente pas. Mais quand on écrit des livres, parce que moi, en tant que psychologue clinicienne, ayant beaucoup travaillé avec les enfants et aussi avec les femmes victimes de violences, mais pourrais écrire aussi un livre de développement personnel. Mais je me refuse à ça, parce que je trouve que, excusez-moi, mais des fois, là, j'ai discuté avec une auteure. Elle écrit des livres de développement personnel, mais la base, on sent la pointe, quoi. Mais peut-être que... Mais c'est vendeur, ça marche très bien. C'est ça. J'allais dire, c'est vendeur, et peut-être que c'est dans un créneau qui est vide. C'est-à-dire... Non, c'est pas des créneaux vides, en fait. C'est sur des postures individuelles. Oui, c'est-à-dire... Et c'est c'est-à-dire que ça vaut pour un cas. On va parler d'une personne. Mais ce n'est pas quelque chose on peut généraliser. Transposer, oui, évidemment. Donc, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, quand elle parle des schémas, du profil, elle parle du langage, elle parle du langage corporel, par exemple, ou des gestuels. Elle peut en déduire des éléments. Oui. Mais quand on parle d'une personne sur quelque chose de précis, on ne peut pas après généraliser, chaque cas étant bien... oui. Et donc, ces coachs personnels, souvent, ils sont là... autoproclamés, hein. D'accord. Il n'y a pas de diplôme. Nous, on s'est bagarré parce que nous, on a un numéro ADELI, on est inscrit à la DRAS. En tant que psychologue, on peut ouvrir son cabinet. Moi, j'ai travaillé pour la justice, faire des expertises psychologiques sur des enfants. Mais je veux dire, ces personnes-là, elles font quelques mois de stage. C'est dans l'air du temps parce qu'il y a de la demande. Il y a beaucoup de désespoir et de vulnérabilité, donc ça répond à une demande. Ou alors, ils sortent de ce qu'on appelle des formations de 3 jours. Voilà. C'est peu. Tout dépend. Si ça doit répondre à un cas précis, c'est d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais si la personne qui aura fait un stage sur une posture, il ne pourra pas aller sur d'autres postures. Malheureusement, ces personnes-là ne se limitent pas à la posture où ils ont été formés. Mais quand on discute avec eux, on voit que c'est creux, quoi. Mais il y a de la demande parce que il y a tellement de mal-être dans la société. Bien et sûr. il y a comme un canal, ils s'engouffrent dedans et ils disent par exemple comment éduquer votre enfant. Non, j'exagère, hein. Oui. Comment éduquer votre enfant, par exemple, en 10 leçons, ou bien comment trouver le bonheur. Oui. Il y a la fille de Louis de Funès qui est une philosophe et elle critique ces gens qui donnent de faux espoirs avec des livres développement personnel. Qu'est-ce qu'on met là-dessous? C'est certain. Et après, souvent aussi, on est victime de ce préjugé qu'a notre société de dire que si je vais consulter un psychologue, je suis fou.
Ou les fous, ça va voir un psychologue. Ça a été souvent dit. Encore? Donc, plus maintenant. Non. Plus maintenant. Non. Maintenant, quand même, les gens commencent à bien savoir différencier. Mais il reste encore des gens qui ont peur de franchir le pas ou de dire qu'ils sont suivis par un psychologue. Parce que, pour l'instant, c'est ce que le psychologue n'a pas encore expliqué, ou alors on n'a pas réussi à expliquer, c'est avoir une maladie mentale, ce que ça veut dire. Oui. C'est quoi avoir un trouble, avoir des topics. On n'est pas capable de dire aux gens, tu souffres de tu as telle souffrance. Mais ça veut dire que ça n'a pas à voir avec un dysfonctionnement physique du cerveau. Ça a à voir avec un dysfonctionnement psychologique, souvent. Et oui, et ça, c'est très difficile de travailler sur Le psychologue, il n'est pas là pour poser un diagnostic. À l'inverse du psychiatre, qui a une formation de médecin et qui a sa grille de classification et qui dit, voilà, celui-là, il est autiste, il est psychotique, il est schizophrène, il est paranoïaque. Nous, on n'a pas apporté de diagnostic. Nous, on essaye de comprendre le fonctionnement de la personne. En fin de compte, Dolto disait que la psychologie clinique, c'est un peu le bon sens. C'est-à-dire que c'est la clinique au pied du lit du malade. C'est joli. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre. La personne parle, et nous, on écoute, on relance. On n'est pas là pour donner des solutions. La personne, elle trouve sa solution en elle-même. Quand je travaille dans les écoles... Vous êtes quand même là pour orienter la discussion. On relance. Oui, mais parce que vous êtes capable à ce moment de capter la souffrance et de voir comment vous pouvez, avec les paroles, constituer ou reconstituer une façon de regarder la chose. Oui. Mais c'est le patient il trouve sa solution. En fin de compte, par exemple, quand je recevais des petits tourbillons, dans ma salle de rééducation, quand j'étais dans les réseaux d'aide, il y avait des enfants, ils montent sur la table, ils courent partout. Donc, moi, j'avais des jeux dans un coin et j'avais des feuilles de dessin, des feuilles de papier et des stylos. Et le papa, maman est là. Donc, on est en train de parler avec papa, maman. Lui, dès qu'il arrive, on sent tout de suite l'atmosphère. L'enfant roi, il court partout, le papa, la maman, il dit, maman du Seigneur, n'a 4 ans, mais il fait rien avec lui. Il me dit, quand on aura 7 ans, comment on va faire donc? Donc là, on discute. Ben oui, mais c'est quoi la place? Qui pose les limites? Est-ce que le non? Est-ce qu'il dit à lui non de temps en temps? Parce que si on ne dit pas à un enfant non, là, il continue à s'angoisser. Et du coup, il devient l'enfant roi parce qu'il ne dit pas à lui non, il fait ce qu'il veut. Ouais. Donc, on voyait, au début de séance, l'enfant était très agité. Je parlais avec la maman, papa. Il dit, est-ce qu'on pourrait changer de méthode éducative? Change 2, 3 petits trucs, laisse pas lui faire ça. À la fin de la séance, on voyait l'enfant se calmer avec son dessin. C'était génial. Donc, on va rebondir en parlant de parents et d'enfants sur l'insensé, l'histoire de cette petite fille qui est maltraitée. Oui, l'insensé, c'est quoi l'insensé? Ça, c'est mon premier livre qui a été publié en 2010. Voilà. Et donc, Orphée, oui, et qui parle de cette petite fille qui est maltraitée. Alors, l'insensé. Qui a choisi la photo de couve? Alors, la photo de couve, c'est moi. Et m'y rappelle au passage pour les téléspectateurs que regarde bien la petite photo là, avec le petit bébé en justement, c'est ça que en celluloïd. Voilà, je vais vous montrer. Dans la boîte. Oui. C'est toujours la force d'un psychologue ou d'une psychologue, c'est d'essayer de vous montrer j'allais dire le recto et le verso, d'essayer de regarder les deux choses en même temps et de voir la différence. Oui, c'est une petite poupée aussi, la fille. C'est 2 petites poupées, en fait. 2 petites modèles. Sauf que la poupée, belle était toi. Elle était dans sa boîte en carton avec interdiction d'y toucher. Parce que le jouet n'avait perdu de sa fonction ludique. Parce qu'il était offert par une personne peut-être un peu riche dans la famille. Donc, tu es sur l'armoire ou sur le living room et regarde aller comme ça. De temps en temps, il essuie un peu la poussière, mais il ne touche pas pour pas casser. Et surtout, là, on crée chez l'enfant des frustrations. Ça, c'est sûr. C'est évidemment. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. C'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus. Quand les moments que la violence explose. Oui, vous pouvez le montrer, celui-là. Là, c'est un peu... C'est un essai, oui. C'est mon expérience professionnelle avec les enfants. Et pourquoi l'enfant, il joue pas? On a des enfants, ils arrivaient dans ma salle, ils avaient peur d'aller attraper un livre pour jouer.
Parce que la maison, soit l'avait point, soit tu empêches les gens de jouer pour ne pas casser. Ouais. Et ce que je dis, quand les mots manquent, ça c'est la maladie du siècle, la maladie de notre société. Ne pas être capable de s'exprimer, donc de s'affirmer. Oui. Ben oui, quand il gagne picose avec la bouche, il colle avec la main. En fait, quand les moments que la violence explose, il veut dire la communication est impossible. Oui. C'est-à-dire que là, ça passe à l'acte. Tout de suite. Voilà, ça c'est le moment fatidique qu'il faut vraiment cibler. Ah oui, par exemple, dans les tentatives de suicide, avant la crise suicidaire, par exemple, si on arrive à discuter avec la personne, on peut empêcher le passage à l'acte. Mais c'est pareil, mais comment trouver une écoute bienveillante? Les gens n'aiment pas trop ça. Par exemple, quand vous dites que vous avez été victime de viol, les gens, ils fuient. Oui, c'est vrai. Oui, ils fuient, mais c'est l'objet de mon dernier livre, ça, qui va ressortir. Pourquoi elle n'a pas crié? Pourquoi elle n'a rien dit? Et c'est surtout cette posture-là qui me surprend souvent, c'est qu'on accuse la victime. Oui, c'est ça. Ah ben, regarde dans les médias, c'est ça, la victime, elle est... Donc, il y a la présomption d'innocence. Je me souviens qu'un ancien magistrat l'a dit, c'est une fiction juridique, mais malheureusement, ils agitent, c'est comme un chiffon rouge, quoi. La présomption d'innocence. Et pour la victime, c'est la présomption de culpabilité ou la présomption de mensonge. Ouais. Parce que le président, il dit bien, on vous croit, oui, mais. Ouais, exactement. Et c'est l'objet de mon dernier livre. Ouais. Et puis, surtout, qu'on se dit, pourquoi tu as mis tant de temps à parler? Voilà. Mais après, quand c'est quelqu'un d'imposant, d'autoritaire, ou qui a une aura dans la famille, qui abuse des enfants, des petites filles, ou des petits garçons aussi, ça n'arrive pas qu'aux filles. Hein. Et donc, à ce moment-là, pourquoi on a mis tant de temps à parler? Parce évidemment. Que même si on parle, les adultes qui sont de la famille vont refuser de croire. Et c'est la catastrophe. Parce qu'à ce moment-là, il y a une cassure au sein de la famille. Il y a ceux qui vont être pour la victime et ceux qui vont protéger l'auteur des faits. Mais souvent, un enfant... J'ai fait des expertises en justice avec des enfants victimes de viol. Mais parce que la maman... Les enfants avaient 5-6 ans, hein. Je dis toujours, il faut toujours croire en la parole des enfants. Un enfant ne ment pas sur ces choses-là. Avec ses mots à lui, une feuille de papier, il raconte. Ils m'ont raconté, mais de manière crue, mais avec leurs mots à eux, ce qu'ils avaient vécu. Mais ce qui était bien, c'est que la maman s'est aperçue que ses enfants avaient des comportements hypersexualisés pour leur âge, 5-6 ans. Et donc, elle est venue à l'unité de victimologie. Donc, on a fait des entretiens avec les enfants et ils ont parlé. Mais dans le milieu familial, souvent, c'est très gênant parce qu'il y a une espèce de cécité collective. C'est dérangeant. C'est dérangeant. Ouais. Ça dérange, par exemple, le cas d'inceste. Ça détruit la famille. Oui. Ça détruit la famille. Oui. C'est pas dérangeant. C'est qu'on sait qu'à partir du moment où ça va se savoir, la famille est détruite. Oui. Et certains, parfois, préfèrent protéger la famille que dénoncer. Ah oui, rien ne doit transpirer au dehors. Ouais. Oui. Alors, on va avancer un petit peu avec Ras le sang. Ras le sang, c'est comme une autobiographie. Ras le sang. Il raconte mon histoire. Oui, je pensais que j'étais déjà venu, oui. Donc, on rappelle quand même juste brièvement. Après, on va passer sur. Donc, Ras le sang, c'est l'histoire de mon cancer qui a été diagnostiqué. Il était au stade de millimètre et ils se sont acharnés dessus. Et ils ont déclenché l'artillerie lourde et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des séquelles. Et je me suis dit, il faut que je pose un coup de gueule sur le système de soins parce que là, il y a un problème, là. Et du coup, ça m'a un petit peu libérée. Tu sais, écrit à ces mètres de la distance. Bien sûr. Donc, et dans tous mes livres, même que ce sont des sujets sérieux, il y a toujours un brin d'humour. Voilà. Et ensuite, donc, l'aventure qui s'est passée entre les nouvelles de La Réunion et d'ailleurs, dont une nouvelle a été publiée dans les lettres de La Réunion d'ailleurs. Voilà. Alors, ce livre-là m'a eu toutes les peines du monde à éditer. Elle a été éditée en métropole parce qu'ici, je ne connais pas beaucoup, elle n'a pas voulu. Hein. Et entre-temps... C'est un recueil de nouvelles, et en créole. En créole et en français, mais c'est des trucs marrants de longtemps, tout ça, ce que l'on a vécu. Et après, une des nouvelles a paru là-dedans, dans Lettres de Lémurie 3. C'est-à-dire Zohar Ravaloson, l'écrivain malgache,
Il était là au Salon Athéna il y a quelques années. Et il a choisi une des nouvelles. Et donc, mon nom, on me l'est contente, moi, t'es contente. Bien sûr. Parce que dans l'aide de Lémurie, il y a Jean-François Saint-Long, Marie-Claude Barbin, Catherine Pinali, Monique Séverin, Monique Mérabé. Tu vois, donc t'es pas si nul que ça. Non. Personne n'a dit ça. Non, mais pour certains, oui. Voilà. Et puis, juste pour finir, parce que je sais qu'on parle beaucoup, juste pour finir, c'est quoi ce problème d'édition? Parce que vous cherchez à faire éditer ce livre, c'est ça? Oui, mais en fin de compte, je suis un peu déçue parce que nous, créoles, les nés ici, le nombril, les nés ici, les réunionnais, créoles, tout ce que vous voulez. Dès qu'il fait un salon, ou qui fait une manifestation autour du livre pays. Goyave de France. Nous l'est pas là, nous l'est pas invité. Ouais. Et la diamant parce que midi la mal écrit en créole, non, mais vous n'êtes pas édité à la Réunion. Donc on privilégie parce qu'on a un budget régional pour ça. On privilégie l'édition locale. Donc je suis pas la seule dans ce cas. Hein. Non, mais bien sûr. Mais je suis la seule à avoir dit ce que je pensais. Et je le dis encore. Il y en a qui le disent aussi. Mais personne... Des fois, je me dis, j'ai envie d'écrire un article dans les médias pour dire... Mais c'est frustrant, quoi. Bien sûr. Parce qu'il faut attendre le salon du livre tous les 2 ans. Ou tous les 3 ans. Là, on a eu 2 heures sur 4 jours. Mais qu'est-ce qu'on vend en 2 heures sur 4 jours? On n'a aucune visibilité. Non. Il n'y a pas de Quand visibilité. vous voyez tous les grands écrivains qui sortent dehors, voilà, l'été invité, et qu'il y a la file d'attente pour les auteurs dehors là-bas, vous n'avez pas besoin de l'extérieur, de l'extérieur qui viennent faire leur promotion ici, évidemment. Et il y a des gens qui sont édités ici, ils sont là pendant 4 jours, et nous on n'a que 2 heures à l'association. Et l'inverse, les Réunionnais qui sont édités en métropole, eux, il n'y a pas de place pour eux non, ici. Il n'y a pas de place. Et ça, je trouve que c'est dommage. J'essaye à chaque fois de... Mais ça va venir. Il ne faut pas... de dire, ils ne sont pas contents quand je m'exprime, mais je m'exprime, c'est comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité, oui. Et vous êtes de plus en plus nombreux. C'est ça. À un moment, c'est chouette. J'espère que ça va. Moi, je ne suis pas seule. Non. Vous n'êtes pas seule. Voilà. Il y a un côté malicieux quand même chez Marie-Claude Barbin. Oui. Qui ne le dit pas, mais qui le fait sentir. Mais je suis une auteure militante et engagée. Je suis engagée contre les injustices. D'ailleurs, j'ai un blog hébergé par Mediapart. Dans Mediapart, on n'écrit pas les trains qui arrivent à l'heure. Non. Bon. Et quand j'envoie un texte aux journaux locaux, au quotidien et l'autre, et c'est toujours pour dénoncer un truc, pour dire c'est des billets d'humeur. J'ai déjà écrit dans le Huffington Post, dans le Nouvel Obs, dans l'Express, 12 élèves par classe. J'ai posé mon coup de gueule, ils ont publié. C'est génial. Oui. Alors, il nous en reste 3 qu'on va aller rapidement avancer. Amour.com. Amour.com, c'est un livre qui n'a connu aucun succès parce qu'il était publié chez Edilivre. Et le problème, c'est que s'il n'a pas de promotion, c'est foutu. S'il n'a pas un diffuseur. Donc, les libraires n'ont pas commandé, du coup. Pourtant, c'est un livre sur les femmes de 50 ans, très marrant, mais bon. Oui, parce que 50 ans, c'est l'âge où les femmes, elles se libèrent et elles commencent, la parole s'ouvre, on n'a plus besoin de... Oui, là, chercher l'amour sur le net. Elles se sont fait escroquer, quoi. Ça fait aussi partie de ça. Oui, donc je raconte ça, c'est arrivé, voilà. Et puis, conflit de voisinage, c'était chez Azalée Édition, la maison a fait faillite, du coup, m'y retrouve à moi avec quelques livres. Et là, mon petit dernier, là, qui va arriver, qu'on attend avec impatience. Me l'a passé par les mains d'une correctrice professionnelle. Elle y corrige tout, les virgules, les points, les pointillés. C'est très bien ça. Pourquoi t'as dit ça? Mais là, je comprends pas. C'est génial. C'est vraiment un produit fini. Et là, j'ai trouvé une grande maison d'édition, m'y croise le doigt, parce qu'il faut retravailler ma lettre d'intention. Le petit mot qu'on envoie aux éditeurs, il faut que ça soit percutant. Donc, voilà, il faut que j'envoie et puis j'attends. J'ai trouvé 2 maisons d'édition. Là-bas, dehors. Mais oui, donc vous restez encore dans votre schéma. En son pays. Merci Azat. Voilà. Et en tout cas, donc on te souhaite beaucoup de chance
Hein, et puis, on espère que... Voilà. Et la dernière, tu l'as pas montrée. Léa dit qu'elle va bien. En fait, Léa dit qu'elle va bien. C'est la petite maison d'édition de Métropole qui a publié ça. Oui. Il m'a dit, nouvelle en créole. En créole, il peut pas corriger, mais en français, il peut corriger. Et lui, il a publié ça, mais pareil, lui dit, moi, lui peut pas travailler avec la FNAC parce que la FNAC, le pourcentage est trop élevé, donc il n'est pas diffusé. Donc, alors, Léa dit qu'elle va bien, ça aussi, on est encore dans la psychologie de l'enfance. Oui, oui. Non. Mais en fait, Léa dit qu'elle va bien, c'est la réédition de L'Enfant et le Prédateur. Parce que, ok, d'accord. Oui, mais je le dis tout le temps, hein, oui. Quand tu avais acheté le livre. Oui. D'ailleurs, c'est écrit sur ma fiche à l'association, que j'ai publié d'abord sur Amazon grâce à la co-autrice qui a publié Ras le sein, parce que moi, j'y connais rien, moi. Amazon, je sais pas du tout. Internet, moi, est nul, hein. Et donc, elle a dit, donc elle a publié L'Enfant et le Prédateur. Et après, m'a trouvé la petite maison d'édition. Du coup, me la change de visuel, mais c'est à peu près le même livre. Oui. Donc, mais c'est beaucoup plus édulcoré la première page, parce que L'Enfant et le Prédateur, c'était quand même rien que le titre. Oui, on savait déjà que le titre nous l'a mal choisi. Et sur lequel L'Enfant et le Prédateur. Ouais, je trouve. Ah, moi l'image, elle fait fuir. Ah bon? Moi, j'aimais bien parce que là, on savait déjà quel était le sujet. Parce que c'est brutal quand même aussi. Cette pédophilie, elle est quand même aussi brutale. Donc, maintenant, on parle de pédocriminalité. Oui. Parce que pédophilie, c'est celui qui aime les enfants. Ah, le pédocriminel, en tant que militante, je te dis ça. Hein? Le pédocriminel, c'est celui qui passe à l'acte. Voilà. La pédophilie, c'est un terme romantique. J'en parle de mon prochain livre. C'est un peu un terme romantique. Oui, il y a des penchants pour les enfants. Mais le pédocriminel, il est reconnu par la justice dans le code pénal. La pédophilie, c'est un terme, comment dire, littéraire. Enfin, c'est la banalisation. Oui. Maintenant, peut-être. Des agressions sexuelles. Ouais. Puis on n'est plus à l'époque de Cohn-Bendit, quoi. Mais bon, agression sexuelle reste agression sexuelle. Oui, maintenant on a d'autres termes. C'est une violence quand même. Hein. Oui, par exemple, quand les médias disent l'enfant a été abusé. Non! On abuse du chocolat, on abuse de l'alcool. Mais on n'abuse pas d'un enfant. Mais bien sûr, évidemment. On ne touche pas aux enfants. Je vous remercie parce qu'on arrive à la fin de cette... Et j'avais du mal à vous interrompre. Merci merci Marie-Claude Barbin. Elle a toujours dit, essayer de dire à une femme que c'est terminé, de l'empêcher de parler, c'est là aussi quelque chose. On abuse de la bonté de l'animateur. Merci Marie-Claude Barbin. En tout cas, ça a été un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Merci Koussoum Lelibou pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci Sazon. Merci à toi.